Papsen à Dakar, Loubès. Anta Fall à Paris, Loubès. Bonjour Pape. Bonjour Anta et bienvenue dans la maison Sénéplus. Tu veux nous parler de l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko et des récentes manifestations qui sont déroulées au Sénégal? Oui, aujourd'hui je parle de l'affaire de viol présumé du député Ousmane Sonko, chef du parti politique du PASTEF, envers Adji Sarr au Sénégal qui a secoué le pays. Donc cette affaire a été l'étincelle qui a allumé le feu des consciences démocratiques dans tout le pays, engendrant un large mouvement social et des manifestations qui ont beaucoup choqué le Sénégal ainsi que le monde entier. Donc réveillant les consciences citoyennes, cette affaire semble être devenue le symbole d'une rupture générationnelle profonde dans la société sénégalaise. Cette rupture qui a scindé la société sénégalaise se veut d'abord idéologique, démocratique et finalement systémique. Pour en savoir plus sur les revendications des révoltés, le site freesenegal.co, créé à l'occasion, est une véritable mine d'or et je le recommande car, en détail, il explique l'historique de ce mouvement, ses causes ainsi que ses revendications en détail. Donc, le gouvernement parle d'une affaire civile, tandis que les opposants les plus virulents au pouvoir en place parlent de complot politique. Certains ont même dénoncé une justice qu'ils jugent unilatérale et instrumentalisée par le pouvoir en place. Dans tout ce remue-ménage, les féministes dénoncent le traitement de la présumée victime Adji Sarr, souvent qualifiée de péripatéticienne, voire même de menteuse par certains, qui trop souvent parlent comme s'ils avaient assisté à l'intimité des deux acteurs de cette affaire. Donc, cette affaire, elle a fait rejaillir la culture du viol et la misogynie internalisée par les hommes, ainsi que les femmes qui semblent avoir déjà prononcé la sentence populaire sur cette pauvre femme qui serait peut-être une double victime. Donc, définissons la culture du viol. La culture du viol, c'est un concept sociologique qui est utilisé pour qualifier un ensemble de comportements, de croyances et d'attitudes partagés au sein d'une société qui minimiserait, normaliserait, voire même encouragerait le viol. On peut le voir sur les réseaux sociaux et on peut facilement le constater. Tous insultent cette pauvre femme qui n'a pourtant fait que porter plainte envers son présumé violeur. Et après tout, personne ne sait ce qu'il s'est passé dans cette pièce. Et pourtant, chacun y met son grain de sel. Je n'accuse personne, mais Ousmane Sonko et Adji Sarr sont les seuls à savoir ce qu'il s'est passé dans cette pièce. Est-ce qu'il y a des cas ailleurs dans le monde que tu peux citer? Donc oui, en France, on a en 2011 l'affaire DSK, qui présente beaucoup de similitudes quand même avec l'affaire Ousmane Sonko. À chaud, en 2011, on pouvait observer à peu près les mêmes réactions au sein de la société française. Par exemple, elle ment, elle fait ça pour l'argent ou pour le buzz, ou cet homme ne ferait jamais ça. Donc, sans même écouter la parole de la victime, on défend déjà bec et ongle le potentiel violeur, le présumé violeur. Donc, alors que DSK, à l'époque, tout le monde savait, tout le monde tout le monde était au courant qu'il avait une réputation de séducteur, presque libertin, et l'affaire plus tard du Carlton de Lille, qui a succédé l'affaire Nafissatou, a révélé un large réseau de proxénétisme avec des clients très cotés, très riches, dont DSK, Dominique Strauss-Kahn, faisait partie. Et je tiens à dire que ce n'est pas parce que Adji Sarr était une femme dite de mœurs légères qu'elle mérite pour autant de se faire violer, qu'elle mérite pour autant ce lynchage médiatique. Aucune personne, quel que soit son sexe, quel que soit son statut social, quel que soit son métier, quelle que soit son activité sexuelle, ne devrait subir cela. Donc cette affaire semble en dire long sur le traitement social accordé aux victimes de viols au Sénégal, souvent socialement marginalisées. Avant même que le juge ne tranche, on les considère comme des coupables au lieu de les voir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des potentielles victimes. Et ce traitement entretient encore plus cette omerta et ce tabou autour de ce que l'on doit qualifier de crime. Pape, que penses-tu de la réalité actuellement du football africain? Alors, merci Anta. Anta, il s'est passé quelque chose cette semaine, quelque chose assez normal, hein. Il y a eu l'élection du président de la Confédération africaine de football. Mhm. Il y avait 5 candidats au départ. Il y avait Patrice Motsepe, qui a été élu finalement, Jacques Anouma, Augustin Senghor, Ahmed Yahya. Il y avait aussi le président sortant de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmad. Ahmed Ahmad a été disqualifié parce qu'il a été sanctionné par la CAF, entre autres, pour abus de pouvoir et pour des avantages indus. Sanction qui a été validée plus tard par le tribunal arbitral du sport. En fin de compte, il ne restait que 4 candidats.
Il restait Motsepe, Senghor, Anouma et Yahya. Tu me diras, Anta, oui, et Motsepe a gagné au Lamé. Non, ce qui s'est passé, c'est même pas un compromis. En fait, il s'est passé ce qu'on a appelé un protocole sous l'égide de la FIFA. En effet, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a un peu tiré les ficelles, comme c'était le cas lors de l'élection de 2017 qui avait vu Ahmed Ahmad être élu à la tête de l'instance fêtière du football africain, à la place de Issa Hayatou, le Camerounais, qui était président de 88 quand même à 2017. Et ce qui s'est passé cette année encore, c'est que la FIFA a un peu, dans un protocole, on peut le penser, choisi Patrice Motsepe, le milliardaire, et demandé aux autres de devenir, pour l'un, vice-président, premier vice-président, pour l'autre, deuxième vice-président, et pour le dernier conseiller. Et moi, je voudrais interpeller, en fait, les dirigeants du football africain. Je voulais leur dire qu'en fait, ils ont renvoyé une image très grave du continent. Et c'est cette image-là que les jeunes africains combattent tout le temps. Et même, on parlait tout à l'heure des manifestations, j'en profite pour m'incliner devant la mémoire des 13 victimes des manifestations à Dakar. Mais ils se battaient un peu pour ça, ils se battaient pour la souveraineté, ils se battaient pour la démocratie, ils se battaient pour la justice, ils se battaient pour la transparence. Et que nos élites politiques, nos élites sportives, nos élites du football, nos élites culturelles ne comprennent pas ça, est quelque chose de très, très, très grave. Après, bon, il y en a qui ont dit, oui, la CAF a des problèmes d'argent, a des problèmes, à une crise. Il fallait faire la paix des braves pour un peu voir comment on peut arrondir les choses et choisir peut-être le meilleur qui pourrait amener de l'argent. Voilà. Et voilà. Mais c'est quand même terrible. C'est comme si nous étions des grands enfants qui ne pouvons même pas nous occuper de nos fédérations de football, de nos confédérations de football, de nos pays. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un en Suisse, en Français, en Américain, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale qui viennent et qui nous dictent des choses à faire. Et la jeunesse africaine en a marre de ça. Et ça, je tenais à le dire à M. Jacques Anouma, à M. Augustin Senghor, à M. Ahmed Yahya, et à tous nos dirigeants, à nos élites politiques, à nos élites culturelles. Donc, tu penses qu'il y aurait une mainmise de l'étranger sur le football africain? On ne peut pas dire autre chose au vu de tout ce qui s'est passé. Moi, je verrais mal Gianni Infantino aller à l'AFC, la Confédération asiatique de football, ou au CONMEBOL, la Confédération sud-africaine de football, ou à l'UEFA même, aller dire à M. Seferin, les choses vont se passer comme ça. Ça, c'est pas possible. Pourquoi on le ferait aux Africains et à l'Afrique? Mais c'est aussi un manque de caractère de nos dirigeants qu'il faut décrier. C'est la vérité c'est cette vérité-là qu'il faut dire en fait. Au lieu de mener des réflexions jusqu'au bout, au lieu de venir et de dire voilà, le football africain, il y a tel et tel problème, c'est comme ça qu'on va le régler. On délègue toujours nos problèmes aux autres. C'est cette impression-là que j'ai eue dans cette affaire. Et dommage que M. Anouma, M. Senghor, M. Ahmed Yahya aient encore raté le train. Et voilà, ça a été une mauvaise image qu'ils ont renvoyée de l'Afrique. C'était un peu ça, Anta, pour moi. D'accord. Et moi, je pense que pour terminer, on devrait avoir une petite pensée pour ce géant africain aujourd'hui qui s'est éteint, une pensée pour Thione-Seck et nos condoléances à tout l'ensemble du peuple sénégalais ainsi que sa famille et ses proches. Mes condoléances aussi à Thione-Seck qui était un monument de la musique africaine, de la culture au Sénégal aussi. Merci. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Loubès.